Bien, bienvenue à ce symposium ultra rapide, mais bon, on va essayer quand même de faire le tour, avoir une idée pour pouvoir en discuter un peu après, espérons-le. Alors, quelques éléments de la formation initiale et des stages au Québec. Tout d'abord, c'est un peu comme en Suisse, l'éducation au Québec, au Canada relève des provinces. Alors, donc, c'est pour ça qu'on vais vous présenter le système d'éducation au Québec et non pas au Canada. Madame Daly va vous présenter aussi un système d'éducation en Ontario. Et il y a des éléments semblables, mais il y a des éléments qui sont très, très différents. Donc, au Québec, c'est une formation qui se déroule sur 4 années et qui mène au brevet d'enseignement. Les candidats à l'enseignement proviennent du réseau collégial habituellement, c'est-à-dire que le diplôme qui est donné à la fin de la formation est un brevet d'enseignement, mais aussi un baccalauréat en enseignement secondaire ou en enseignement préscolaire primaire, donc selon les différentes spécialités. Il y a accompagnement et évaluation en fonction d'un référentiel de 12 compétences. Donc, les 12 compétences doivent être atteintes, manifestées à la fin des 4 années de formation. Il y a aussi des voies alternatives, je voulais les mentionner quand même aussi. Pour les détenteurs d'un baccalauréat disciplinaire, il y a quand même une possibilité de pont pour rejoindre la profession enseignante sans passer nécessairement par le baccalauréat de 4 années. Donc, une personne qui a un baccalauréat, ça a été ajouté récemment en 2010 pour permettre aux personnes qui avaient soit un baccalauréat disciplinaire, soit une maîtrise même dans un domaine, de pouvoir quand même intégrer le système d'enseignement. Il y a aussi une possibilité de pont pour des gens qui ont été formés hors Québec, mais là, je n'entrerai pas dans les détails ici, mais il y a la possibilité donc d'avoir une autorisation d'enseigner provisoire, puis ensuite de s'intégrer au système d'enseignement. Les stages sont des stages en alternance. À chaque année de la formation, il y a 4 années de formation. Au total, 700 heures de stage en alternance, c'est-à-dire que les étudiants suivent des cours à l'université, font un premier stage en première année, un deuxième stage en deuxième année, en troisième année, en quatrième année. Les stages allant du moins complexe au plus complexe, de première à quatrième année. Et en longueur aussi, le premier stage étant habituellement d'une semaine ou 2 et le dernier stage étant de 2 mois. Ces stages sont tous accompagnés par ce qu'on appelle ici un enseignant associé, c'est-à-dire un enseignant qui reçoit un stagiaire dans ses classes, au secondaire, au primaire ou dans les différents programmes. Cet étudiant-là, donc, est accompagné par un enseignant, sauf les enseignants qui sont en situation d'emploi, c'est-à-dire que des stagiaires qui peuvent être en situation d'emploi aussi. Je n'entrerai pas dans ces détails-là non plus, mais avec autorisation d'enseigner. L'enseignant est aussi, le futur enseignant est accompagné aussi par un superviseur universitaire. Donc, pour chaque stage, il y a un enseignant qui reçoit le stagiaire et un enseignant universitaire qui encadre aussi ce même stagiaire. Et il y a diverses activités, comme on parlait tout à l'heure dans certains autres programmes, des activités à l'université, des séminaires, des forums, des portfolios, des travaux divers. Parfois, certains ont des dossiers de fin de parcours. Donc, les universités sont quand même assez autonomes dans l'organisation spécifique des stages, mais en respectant évidemment le cadre général de 700 heures et d'accompagnement des stagiaires. Alors, j'irai tout de suite aux principales caractéristiques, on pourrait appeler certains succès, je dirais, de la formation. C'est la formation qui est offerte aux enseignants associés, c'est-à-dire aux enseignants qui accompagnent des stagiaires. On disait tout à l'heure que certains stages dans certains milieux étaient un peu... ça se déroulait de façon un peu chaotique, peut-être parce que les enseignants ne comprennent pas trop le rôle qu'ils ont à jouer, prennent des vacances ou ne comprennent pas trop non plus l'évaluation, la cotation, comme on disait tout à l'heure. Alors, dans ce cas-ci, il y a une formation qui est offerte, elle n'est pas obligatoire, mais quand même est offerte et est suivie par un grand nombre d'enseignants, très grand nombre d'enseignants, offerte par les différentes universités, de façon autonome aussi. Les programmes se ressemblent, on forme à l'observation, à l'analyse de situation, à quoi voir ça, à l'évaluation, je l'ai dit. Donc, les caractéristiques
des stages. Autrement dit, les enseignants sont formés là-dessus. Il y a plusieurs séances de formation. Parfois, ce sont les commissions scolaires, c'est-à-dire les réseaux scolaires qui organisent aussi ces formations-là. Donc, ça, c'est un élément quand même important. Je pense que c'est intéressant de le souligner dans les spécificités de la formation au Québec. Il y a aussi un cadre de référence sur les compétences des formateurs pour les enseignants associés et les superviseurs universitaires. Les superviseurs universitaires, pour la plupart, sont des... En fait, ça, tout dépend des universités, mais je dirais, dans plusieurs cas, ce sont des enseignants, des professeurs universitaires ou des gens qui sont engagés comme chargés de cours ou à contrat, d'anciens enseignants, d'anciens directeurs d'école qui représentent l'université auprès des commissions scolaires, qui font des visites régulières aussi dans les lieux de stage. Donc, le cadre de référence sur les compétences des formateurs, c'est un cadre qui a été élaboré par une équipe de formateurs universitaires et de représentants aussi des enseignants associés et des formateurs, avec un cadre de référence qui essaie de donner une espèce de balise et qui prépare à un encadrement qui serait, disons, harmonieux entre les diverses universités et aussi pour établir une espèce de cadre harmonieux aussi pour les gens qui reçoivent des stagiaires dans leur classe. Les défis, je dirais que c'est un peu les liens théorie-pratique. Quand il y a alternance, évidemment, on comprend que les liens théoriques-pratiques sont parfois difficiles à établir, soit qu'on renonce, quand on est dans le milieu de la pratique, on renonce aux éléments théoriques, soit quand on revient à l'université, on ne parle plus de la formation pratique. Donc, c'est peut-être cette délicate symbiose là, qui serait peut-être à retravailler. Comme disait Pernoud, je lisais dans un article récent, d'éviter l'opposition entre le monde du discours et le monde de l'action. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement encore chez nous. L'appropriation du référentiel des compétences. Évidemment, il y a 12 compétences, certaines assez complexes, et la définition de ces compétences-là n'est pas toujours la même en fonction des milieux de stage et en fonction des enseignants aussi qui reçoivent les stagiaires. Il y a la gestion des cas de stagiaires en difficulté, dont il faudrait davantage parler, il faudrait davantage former les enseignants aussi à encadrer ces enseignants-là. Comme il y a deux évaluateurs, un évaluateur universitaire, un évaluateur local, parfois il peut y avoir, comme dans certains autres systèmes dont on parlait tout à l'heure, une confrontation. Alors comment on accompagne lorsqu'il y a difficulté? La confrontation, évidemment, est mise en exergue. Le partenariat plus étroit avec le milieu scolaire, c'est certain, et la formation des enseignants associés, la préparation aux nouvelles réalités de l'école, l'intégration des élèves en difficulté dans les classes, entre autres. Il n'est pas certain qu'on prépare très bien les futurs enseignants à ça. Les relations avec les parents, par exemple, d'autres défis qu'on peut avoir. Et l'accompagnement des étudiants et des nouveaux enseignants issus de l'immigration. On a eu beaucoup d'enseignants qui nous sont arrivés au cours des dernières années, qui proviennent d'autres systèmes éducatifs, certains qui étaient déjà enseignants dans leur pays, et la difficulté de les intégrer, on s'est rendu compte au fur et à mesure de leur tentative d'intégration, autant pendant les stages que pendant la réalité scolaire. Ça a présenté certaines difficultés. On pourra en reparler peut-être tout à l'heure au moment de la discussion. Voilà. C'est bien, merci. Madame Phyllis Daly de l'Ontario. Donc, c'est toujours au Canada, mais la province voisine, pas trop loin, mais un système un peu différent. Alors, bonjour, merci. Donc, l'Ontario, c'est la voisine juste à l'ouest du Québec et c'est la flèche... Donc, il y a un ministère d'éducation provinciale, mais à l'intérieur de ce ministère, il y a également une direction pour les écoles de langue française de l'Ontario, parce qu'en Ontario, il y a 5 types de conseils scolaires, des conseils scolaires anglophones non confessionnels, des conseils scolaires anglophones catholiques, anglophones protestants, des conseils francophones non confessionnels et francophones catholiques. Ce sont tous des conseils scolaires qui sont soutenus par les finances publiques. Normalement, quand on dit non confessionnel, on appelle ces écoles des écoles publiques, mais je n'utilise pas cette terminologie ici.
parce que les écoles catholiques sont également des écoles publiques. Donc aujourd'hui, je vous parle plus spécifiquement de la formation offerte dans le cadre de l'enseignement dans les écoles de langue française. Il faut comprendre que les écoles de langue française sont également conçues comme des écoles de la minorité francophone. Donc les francophones en Ontario sont une minorité numérique et également en termes de pouvoir. En plus de ces éléments-là, on a en Ontario ce qu'on appelle l'Ordre des enseignants et enseignantes agrégés de l'Ontario. Et l'Ordre joue depuis 1996. L'Ordre joue un rôle très important au niveau de la formation parce que l'Ordre est responsable d'agréer nos programmes de formation. Donc, non seulement est-ce qu'ils vont voir le nombre d'heures de stage, mais ils vont également regarder nos plans de cours de formation universitaire. Donc, c'est un partenaire très, très important pour nous. Et la formation passe cette année de 1 an à 2 ans. Donc, à l'année 1, avant la formation initiale, bien entendu, il y a quand même la formation universitaire de 4 ans. Donc, les étudiants et les étudiantes nous arrivent avec un baccalauréat déjà en main. Pour la session d'automne, il y aura 12 semaines de cours et 10 jours d'apprentissage par engagement communautaire. Donc, ce sont des stages qui ne sont pas évalués. Ce sont des stages beaucoup plus d'observation. Généralement, les étudiants vont aller dans les écoles, mais ils peuvent également aller dans des milieux communautaires, dans les musées ou encore dans un centre communautaire où on aura des offres de services. En hiver, il y a 9 semaines de cours et 30 jours de stages pratiques d'enseignement. Et je peux vous dire qu'un de nos premiers défis a été de coordonner l'horaire pour les cours et les stages, parce que notre horaire est hors norme pour l'université. Et les stages, il faut savoir quand l'Ordre des enseignants et enseignantes voudrait avoir les stages, à quel moment est-ce que les enseignants et enseignantes voudraient recevoir les stagiaires, parce que l'évaluation des stagiaires ne relève pas de l'université, elle relève du personnel enseignant accompagnateur qui les reçoit en stage. Mais il y a quand même un accompagnateur qui arrive du milieu universitaire également, mais ce n'est pas le rôle de l'université d'évaluer la pratique de l'enseignement en stage. Malheureusement, à ce moment-ci, ni l'Ordre, ni les conseils scolaires, ni l'université n'offrent de formation pour l'accompagnement en stage pour le personnel enseignant. Donc, on a un personnel enseignant qui est souvent démuni lorsque les étudiants sont en difficulté en stage. Il y a un grand désir de voir au succès des étudiants et des étudiantes. Donc, on remet toujours à demain l'annonce d'une difficulté. Et si on remet à demain l'annonce d'une difficulté, bien là, on ne peut pas retirer l'étudiant du stage en raison de toutes nos politiques internes. Donc, ça, c'est une première difficulté. Je dirais qu'il y a également une autre difficulté au niveau des stages, c'est une certaine réticence de la part de notre personnel enseignant d'accepter des stagiaires qui ne veulent pas enseigner en Ontario, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous arrivent du Québec, parce que notre formation est plus courte. Donc, ils veulent revenir au Québec, et ça, c'est une insulte pour nos enseignants accompagnateurs. Ils mettent beaucoup de temps, ils ne sont pas payés pour le faire. Et les étudiants arrivent puis ils disent, mais de toute façon, je ne m'inquiète pas de la mission des écoles francophones parce que ce n'est pas ici que je veux enseigner. Donc, l'année 2, 15 semaines de stage, 50 jours de formation. Les défis, premièrement, le prolongement du programme sur 2 ans, c'est une réponse à un défi anglophone qui est un marché saturé des enseignants et enseignantes, mais c'est un problème pour les francophones. D'ici 2-3 ans, nous aurons une pénurie parce qu'on ne forme plus assez d'étudiants, d'enseignants. Avec cela, on a une diminution du financement. On a également, pour le côté francophone, à l'Université d'Ottawa, 3 campus, donc 1 à Ottawa et 2 dans le sud de la province. Et la demande est beaucoup plus forte sur les campus satellites, mais on n'a pas les mêmes services. Tout est centré à Ottawa pour l'organisation, donc il y a un problème à ce niveau. Également, on est dans un milieu linguistiquement minoritaire, mais qui est de plus en plus pluraliste, ce qui signifie que dans nos cours et à l'intérieur des écoles, il y a des rapports de pouvoir importants entre nos étudiants de l'Ontario, du Québec, de la francophonie, de l'Afrique des Grands Lacs et du Maghreb, plus particulièrement qui détient le bon français,
Il faut savoir là-dessus que 80% de nos étudiants et étudiantes sont en formation linguistique de mise au point. On considère qu'ils n'ont pas la qualité de langue nécessaire pour enseigner. Donc, vraiment, cette question de langue est très importante. Et on n'a aucune formation à l'accompagnement pour les enseignants accompagnateurs en situation interculturelle. Donc, pour la prochaine étape, ce sera la participation au changement. Comment on va faire pour que notre programme soit des plus dynamiques possibles et réponde le plus aux besoins du milieu. Merci. Monsieur Atenouko, du Bénin. Oui. Voilà. C'est bon? Oui. Ah, tu l'as mis sur Word? On peut agrandir un peu. Tu l'as mis sur Word? Oui, j'ai pas eu le temps. Yes, mais je peux parler dessus. Tu peux parler dessus? Ben non, c'est ça. Merci. Bonjour à tous. J'ai l'honneur donc de vous présenter la situation des stages ou formations pratiques au Bénin. Il faut dire au Bénin, le système éducatif est piloté par 3 ministères selon les différents ordres. On a le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère de l'enseignement secondaire technique et professionnel et le ministère de l'enseignement supérieur. Ça vous donne déjà une idée de ce que il y a un peu de cacophonie sur le front de l'organisation des stages parce que ce qui se fait au niveau de chaque ordre n'est pas coordonné généralement au niveau national. Et donc, quand on aborde les caractéristiques des formations pratiques des enseignants, il y a quelques traits qu'il y a lieu de faire ressortir, notamment en ce qui concerne l'enseignement maternel et primaire et l'enseignement secondaire, technique et professionnel. D'abord, il faut observer qu'au niveau de l'enseignement maternel et primaire, selon qu'il s'agisse de formation continue ou de formation à temps plein, ce n'est pas la même chose. Quand les stagiaires sont reçus en formation continue, cela suppose donc que c'est des gens qui sont déjà en situation de classe qu'on envoie pour se faire former. Et à ce niveau, la pratique en général, c'est de leur donner une espèce de cahier de charge. Donc, on les envoie dans les établissements, ils se choisissent eux-mêmes un tuteur, ils ont un certain nombre d'exercices et le tuteur les suit régulièrement. Et à la fin, il y a un examen. Et à l'issue de l'examen, selon que vous remplissez donc, certains critères, vous êtes déclaré et admis. Plus maintenant, les crédits que vous auriez déjà validés en termes de formation pratique. Mais la donne n'est pas toujours la même quand il s'agit donc de formation à temps plein. Là, c'est des enseignants qui sont recrutés directement par l'État, donc qui sont envoyés dans les écoles normales d'instituteurs, recrutés soit sur la base d'un diplôme qu'on appelle le BEPC ou du bac. Et selon le cas, c'est les ENI qui pilotent toute la formation du début à la fin. Et les pratiques de stage au niveau des écoles normales d'instituteurs me paraissent mieux organisées, mieux structurées, parce que les stagiaires en ce moment, il y a des périodes de l'année, pendant les 3 années de leur formation, ils ont enfin 1 mois au niveau de chaque année pour aller en stage. On désigne un tuteur qui les encadre sur le lieu de stage en termes de superviseur. Et les stagiaires sont notés sur la base d'un certain nombre de cahiers de charges également. Maintenant, quand on vient au niveau de l'enseignement secondaire, les choses sont mieux structurées par rapport à l'enseignement primaire maternel. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on prend l'enseignement primaire et maternel, on a 2 pôles. Selon que vous êtes en formation continue, là, c'est les directions de chaque ordre qui s'organisent pour vous envoyer en stage. Mais selon que vous êtes en formation à plein temps, ça veut dire que c'est l'État qui vous recrute directement, qu'on vous envoie dans l'école normale d'instituteurs et vous êtes formé. Donc, ça fait 2 appréciations différentes. Mais venons à l'enseignement secondaire technique et professionnel. Abstraction faite de la formation des enseignants d'EPS,
formation dont le volet pratique se déroule dans les établissements d'enseignement secondaire, la formation pratique des enseignants du secondaire se déroule différemment selon que l'enseignant est en formation continue ou à plein temps. Aspect donc de la formation continue, je vais vous dire un mot. Ici, il est beaucoup plus question des enseignants recrutés, soit par l'État, soit par les privés, et qui ont un poste déjà dans une classe. Ils choisissent eux-mêmes une classe, soit au premier cycle, soit au second cycle, selon les types de diplômes auxquels ils prétendent. Et ils sont encadrés sur la base d'un certain nombre de cahiers de charges également. Et à la fin, un examen leur est organisé. Ils subissent un examen et une appréciation chiffrée du directeur de l'établissement permet de rendre compte de leur réussite ou pas, ajoutée aux notes d'examen. Au niveau de la formation à plein temps, c'est pratiquement la même chose, sauf que ici, c'est les conseillers pédagogiques qui sont vraiment à la manette et qui encadrent les enseignants. Et au niveau de l'école, ils sont aussi une période, on les envoie dans les établissements et on a le retour quant à comment ils se comportent. Donc, comme défi de notre système, il faut noter qu'on note globalement un souci des autorités de former des enseignants compétents. Toutefois, cette formation est mal structurée. Elle donne lieu à quelques cacophonies, n'est pas coordonnée au niveau national et on a le sentiment que l'urgence est beaucoup plus de mise parce qu'on a besoin de beaucoup d'enseignants et on ne prend pas le temps de bien les former comme cela se doit. Je vous remercie. Monsieur le commissaire. On laisse ça ici. Très bien, merci. Bonjour, je suis Vassilis Komis, professeur à l'Université de Patras et directeur du département des sciences de l'éducation, section maternelle. Chez nous, en fait, je vais vous expliquer un peu plus tard, la formation des enseignants de l'école élémentaire se fait en deux cycles différents. Les instituteurs de la maternelle se sont formés dans des départements spéciaux et les instituteurs du primaire se forment également dans d'autres départements. Mais avant de passer à la formation au système de la formation des enseignants, je voudrais quand même faire un petit rappel sur le système scolaire grec en vous donnant quelques éléments. Il s'agit d'un système très, très centralisé. En fait, tout est géré par le ministère de l'Éducation nationale et des religions. Actuellement, c'est le ministère de la Culture, de l'Éducation nationale et de la religion. Tout est décidé au niveau du ministère. Il y a un curriculum national pour les écoles. L'organisation des manuels scolaires est très centralisée, etc. Comment le système scolaire grec est organisé? Il y a l'école maternelle de 4 à 6 ans. De 5 à 6 ans, c'est obligatoire. Il y a l'école primaire, il y a 6 classes, qui durent de 6 à 12 ans. Et il y a les collèges qui est de 13 à 15 ans, 3 classes. Et tout ce système, c'est obligatoire. C'est-à-dire les élèves, à la sortie jusqu'à 15 ans, ont une scolarisation obligatoire. Ensuite, c'est le lycée. Bon, je dis lycée, il y a le lycée professionnel et le lycée général, mais ça dure 3 ans. Et c'est une formation, un enseignement non obligatoire, mais pratiquement tout le monde le suit, en fait. Et même si ce n'est pas obligatoire, pratiquement toute la classe d'âge se forme jusqu'au niveau du lycée. Et ensuite, il y a les filières, les différentes filières universitaires. Et la formation des enseignants. En fait, la formation des enseignants se passe, si vous voulez, en 2 niveaux. De toute façon, la formation depuis 30 ans est une formation universitaire. Avant, depuis des décennies, la formation des enseignants du secondaire était universitaire. Par contre, la formation des enseignants du primaire se faisait dans des écoles normales. Mais à partir des années 80, toute la formation s'est faite au niveau universitaire.
Au niveau du primaire, école maternelle et école primaire, la formation se passe dans des départements des sciences de l'éducation. Il s'agit d'une formation de 4 ans. Et on a deux filières différentes. Les institutrices de l'école maternelle, il s'agit surtout des femmes. Et au niveau de l'école primaire, il y a des instituteurs, mais en principe, la quasi-totalité également, ce sont des femmes. Au niveau du secondaire, il s'agit d'une formation disciplinaire. Donc, la formation des enseignants s'est faite dans les disciplines universitaires, maths, physique, philosophie, etc. C'est au sein de ces départements qui se passe, il se passe la formation des enseignants, mais c'est pas vraiment très structuré. C'est pas vraiment pas du tout. Je vais parler tout de suite. Donc pour la formation pratique, des enseignants, c'est-à-dire les stages dans les écoles et l'émergence dans les situations réelles des classes, au niveau des départements de sciences de l'éducation, c'est-à-dire au niveau du primaire et de la maternelle, du niveau maternel, l'organisation est vraiment très structurée. Chaque département est autonome d'organiser en fait cette formation, mais il y a beaucoup de traits communs. Cette formation est, depuis 30 ans, assez bien organisée. Il y a beaucoup de stages pratiques en classe, etc. Par contre, au niveau des départements disciplinaires qui concernent le secondaire, la situation est très dispersée. Certains départements l'organisent bien par rapport au modèle du primaire, mais aussi selon leurs possibilités d'enseignants. Une nouvelle loi a essayé depuis quelques années à normaliser la formation au niveau du secondaire en offrant une certification, mais cette loi, à cause de la crise actuelle, n'est pas vraiment appliquée. Au niveau de l'école maternelle et élémentaire, et là, le stage, la formation en stage s'est fait soit pendant les 2 dernières années, soit pendant les 3 dernières années de formation. Et il a 3 axes. Il y a un suivi des classes. Les étudiants vont suivre des cours dans des classes qui sont liées à l'université. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, les étudiants en formation font des applications didactiques en classe avec les instituteurs. Et il y a un 3e niveau, il y a des applications, des activités en classe suivies par des professeurs du département. Voilà, je termine ici et le reste, on va discuter. Merci. Merci, Madame Regani. Vous avez votre document ici. Voilà, Mexique, c'est ici. Merci. Voilà. Bonjour, je vais parler sur le Mexique. Bon, à Mexique, la formation d'enseignants, c'est une responsabilité des écoles normales, qui sont des institutions éducatives du niveau supérieur au Mexique. Et la durée est 8 mois, 8 semestres, 4 ans. Pendant ce temps, la participation de ces tâches est progressive. C'est tous les étudiants, ils commencent au début jusqu'à la finale de la formation. Et la tradition de la formation pratique, c'est vraiment très, très reconnue dans tous les pays. Au Mexique, la formation des enseignants, il y a une politique pour le ministère de l'Éducation, c'est national. Alors que tous les futurs enseignants prennent la formation pratique. Et les étudiants font la réflexion et l'analyse de sa propre expérience pendant le parcours professionnel à l'école normale. Et ici, c'est un schéma pour diviser qu'est-ce qu'ils font pendant les 4 ans. C'est qui commence le premier semestre, la première année, pour faire les observations sur le monde par un enseignant qui est à l'école. Et après, de manière progressive, ils prennent, comme s'il s'agit d'un assistant de l'enseignant, des petites tâches, des petits devoirs pour l'enseignement à l'intérieur de l'école. Mais au final,
presque ils sont tous les tomes de la formation dans une école publique. Toujours c'est public. Au Mexique, dans tous les pays, depuis 1930, c'est obligatoire par toutes les formations professionnelles de donner un service social. Le service social s'agit de contribuer à la société à partir de la profession pour donner les services à la communauté et pour le développement social du Mexique. Alors, la dernière année, c'est vraiment intense pour faire les activités à l'école et les étudiants, ils retournent à l'école normale seulement pour faire les réflexions avec les superviseurs, les professeurs qui étaient à l'école normale et aussi de partager avec des autres camarades à son formation de qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire que le but de la progression de la formation pratique se déroule, on va dire, de manière débutante jusqu'à presque prête pour devenir professeur à l'école. Les outils pour apprendre, c'est les grilles d'observation au début, jusqu'à la propre analyse de la pratique, avec la méthode d'auto-analyse et autoconfrontation croisée, d'observation. Il y a aussi des journaux, des grilles pour remplir des observations. Ça que c'est intéressant aussi, c'est que l'enseignant qui est à l'école s'est observé pour les futurs enseignants. Ce n'est pas une chose très confortable aussi, quelquefois, pour les enseignants qui sont à l'école, parce qu'ils savent que les étudiants de l'école normale, ils font des observations pour faire les comparaisons entre les cas théoriques et les pratiques. Ils sont en train d'apprendre tous les démarches, les quatre méthodologies de la pédagogie et il fait les confrontations. Qu'est-ce qu'il fait le professeur, l'enseignant à l'école? C'est une manière de réfléchir, mais après, ils sont de l'autre côté. Et ils se vont à déposer la même question. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai appris comme c'est le modèle d'approche par projet, par exemple. Mais quand je le devrais mettre par l'organisation, la planification, c'est difficile, non? Mais c'est d'apprendre dans la pratique, vraiment. Mais l'accompagnement, c'est transversal. L'accompagnement, c'est à partir de le début jusqu'à le final. Comme j'ai dit, c'est plus intense au final. Mais tous les tomes, il y a la réflexion et critique d'analyse de la pratique pour développer la planification éducative, l'auto-analyse de la pratique et l'innovation pédagogique. Au final, la dernière année, c'est aussi pour faire la réflexion des futurs enseignants sur l'identité professionnelle. L'organisation de la pratique des stages inclut la supervision d'un tuteur, l'analyse et la réflexion sur les stages, l'analyse de tous les stages pendant la formation, le professeur à l'école, que s'agit de l'enseignant, devient un modèle pour les stagiaires. Il s'agit d'une stratégie formative. Le rôle, c'est pour le tuteur qui était à l'école normale, c'est le professeur qui donne des conseils tacites pour la discipline, pour la motivation des élèves, pour faire la planification, toutes les choses didactiques, et l'organisation de la réflexion de l'expérience qui s'agit de la mémoire pour devenir enseignante. Et l'enseignant à l'école fait l'accompagnement à l'école primaire et il devrait avoir 3 années d'expérience. Bon, c'est ça les modèles de défi. Merci. Bonjour, je vais vous parler du cas du Cameroun, de la formation pratique des enseignants au regard sur le système camerounais. Et vous avez là le Cameroun. Et pour commencer, nous avons ici la structure du système éducatif camerounais. C'est un système qui se divise en 2 sous-systèmes, un système francophone et un sous-système anglophone. J'ai choisi de vous présenter l'un des 2 sous-systèmes parce que c'est la même chose, c'est le même système, c'est la même structure. Et donc, ici, nous avons le niveau préscolaire, le niveau primaire
le niveau secondaire, le niveau de l'enseignement supérieur avec les facultés. Et les écoles normales se situent où? Lorsque vous avez fini avec le secondaire, avec le brevet, vous pouvez entrer dans une école normale de formation des instituteurs pour avoir le diplôme qu'on appelle le CAPIEM, certificat d'aptitude professionnelle des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. Alors que vous pouvez aussi entrer dans la même école après 2 années au secondaire, second cycle, ou 3 années quand vous avez obtenu le baccalauréat, c'est-à-dire fin du second cycle. Et donc ça, c'est pour l'école secondaire. Mais les enseignants sont aussi formés au niveau supérieur dans les écoles normales supérieures. Et dans les écoles normales supérieures, on reçoit les étudiants qui ont obtenu une licence dans une discipline particulière, les maths, le français, l'anglais ou toute autre discipline. Et on peut aussi recevoir ceux qui n'ont pas obtenu de licence, qui ont fini directement avec leur secondaire, mais qui se forment à enseigner dans l'enseignement secondaire. Alors, pour professionnaliser donc ces enseignants, qu'il s'agisse des enseignants du primaire ou du collège, ce sont ces écoles normales qui les préparent donc plus adéquatement possible en formation initiale ou continue. Ici, ce qu'on peut retenir, c'est que ce stage se déroule dans un cycle, comme on a pu l'entendre avec les autres. Il y a le premier cycle qui est un stage d'observation. Et dans ce stage d'observation qui dure environ 30 heures, les apprenants peuvent donc se former à observer ce qui se passe. Nous pouvons donc lire là. Il y a des objectifs, il y a des contenus, il y a aussi un dispositif de formation ici. Quand les apprenants vont en stage, ils sont accompagnés par les enseignants des ENIEJ et sur le terrain, ils sont confiés à un maître de stage. Mais à la fin de leur formation, il y aura un évaluateur qui est un inspecteur. Et donc, après le stage d'observation, pour ceux qui sont en première année, parce que la formation dans les ENIEJ dure 3 ans, et au cours de la première année, en 30 heures, vous avez votre formation d'observation. Vous passerez ensuite, au cours de la deuxième année, à un stage de tutelle. Au cours du stage de tutelle, l'apprenant qui a déjà observé au cours de sa première année peut commencer maintenant à essayer de préparer les leçons, les préparer, les présenter aux encadreurs, se faire évaluer et participer aux journées pédagogiques, aux carrefours, aux leçons modèles. Et au cours de la dernière année de formation, 3e année, là maintenant, c'est le stage en responsabilité. En ce moment, l'apprenant est prêt à prendre à main la salle de classe. D'ailleurs, il prépare toutes les leçons, il les dispense, il est conseillé par le maître, il est accompagné par l'enseignant de l'école normale qui l'accompagne aussi pendant le stage. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la formation, il y a un collège de personnes qui vont donc évaluer ces stagiaires. Ce qui se passe lors de cette évaluation, c'est que du ministère, on envoie les inspecteurs et ils seront évalués aussi par les enseignants de l'ENIEJ et aussi par le maître encadreur. Donc, au cours de cette évaluation, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même des conflits dus au fait que souvent, l'enseignant évaluateur, l'enseignant qui est encadré, l'apprenant se sent lui-même évalué. Donc, dans l'enseignement supérieur, dans les écoles normales supérieures, ça se passe à peu près de la même façon, sauf que le stage se fait à la fin de la formation. Donc, au bout de 3 ans de formation, il y a une période bloquée au cours de laquelle l'apprenant va faire ses 200 heures de stage. Donc, les défis et enjeux, c'est surtout les défis de la qualité, parce que finalement, le dispositif n'est pas vraiment adéquat parce que les produits qui sont présentés sur le terrain, il y a beaucoup de plaintes parce que les parents se plaignent, les inspecteurs se plaignent, les superviseurs disent que les enseignants ne sont pas adéquatement formés, donc le dispositif est un peu déséquilibré compte tenu des contenus. Mais on se rend aussi compte que les moyens utilisés, les journées pédagogiques, les carrefours et les leçons,
ne pratiquent pas effectivement. Et donc, ça fait que les apprenants qui sortent des écoles normales ont de la difficulté, malgré tout, à être vraiment responsables de la salle de classe tout de suite. Sur le terrain, ils vont encore beaucoup tâtonner. Et d'autre part, le stage en responsabilité ne les prépare pas définitivement à être des enseignants. Voilà pour le système camerounais. Merci. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci Thierry pour cette invitation et puis pour cet exercice un peu d'équilibriste. Vous savez, l'équilibre, c'est deux poteaux, il y a un fil. Je vais fixer le premier poteau en 1833 en France, au moment où Guizot, par sa loi, a instauré les écoles normales. Ces écoles normales qui étaient uniquement ouvertes aux garçons, mais qui, je veux dire, ont tout de suite mis en place une formation dite par alternance, c'est-à-dire à la fois des cours et des temps de stage dans les écoles primaires qui se mettaient en place à cette même période. Et en 1833, il y avait déjà 47 écoles normales qui étaient installées. Et tout ça a été renforcé, c'est inscrit dans la loi de Jules Ferry, qui, notamment, avant la loi de 1880 et quelques, en 1879, a autorisé à ce que les femmes puissent devenir également institutrices. Parce qu'au départ, il y avait un effet genre, c'est-à-dire qu'on était instituteur et pas institutrice. Toute cette formation-là a été organisée et s'est maintenue dans ces modalités jusque, je veux dire, dans les années 70 et autres, où ont été mis en place en 1989 les instituts universitaires de formation des maîtres, et puis tout récemment, en 2013, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Toute cette organisation est une organisation centralisée qui dépend principalement du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour ce qui relève de l'enseignement je vais dire, public, et qui dépend donc de l'Éducation nationale, sachant qu'il y a d'autres opérateurs ou d'autres ministères, par exemple le ministère de l'Agriculture, qui est également en charge, qui organise son propre système de formation, bien sûr en lien avec l'Éducation nationale. Ces écoles de formation aujourd'hui, donc ces fameux SP dans lesquels on pourrait lire, je veux dire, un signe d'espoir peut-être, de renouveau, de renouvellement des formes pédagogiques et notamment de l'articulation entre la théorie et la pratique. Il y a des organisations qui sont, je veux dire, au sein dans les grandes régions, et ensuite, si je prends le cas de l'Aquitaine, ici, l'ESP de Bordeaux, l'ESP d'Aquitaine, en fait, a des délocalisations dans les départements également. La formation qui est délivrée aujourd'hui, c'est une formation d'un niveau master, c'est-à-dire 300 crédits, depuis le passage au LMD, et qui forme à 4 mentions. À la fois professeur des écoles pour tout ce qui est premier degré, maternelle, etc., primaire, ce qui a été évoqué dans d'autres présentations. Ensuite, il y a les professeurs dits certifiés, on va le dire comme ça, pour tout ce qui est secondaire, c'est-à-dire le collège et le lycée. Sachant qu'au niveau des lycées peuvent également intervenir ce qu'on appelle des professeurs agrégés qui, eux, sont formés par un autre concours. Je ne vais pas mêler plus les choses, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Au sein de ces SP, donc de ces écoles du professorat, etc., et de l'éducation, donc 4 mentions, premier et second degré, mais également il y a à l'intérieur de cette formation, il y a l'encadrement éducatif, et puis également il y a une filière qui s'appelle pratique et ingénierie de la formation. On voit rien, donc c'est pratique. Tout ça, ça se déroule sur 2 années de formation. Mais il y a une petite chose qu'il faut bien comprendre, c'est que une fois que vous avez obtenu votre licence, vous pouvez vous inscrire à un master, etc. En première année de master, appelé master MEF, et à l'issue de cette première année, vous allez passer un concours. Là, soit vous gagnez, soit vous ne gagnez pas. Si vous gagnez, vous avez l'autorisation d'entrer en 2e année. Et c'est là où ça permet aussi d'introduire la notion de stage. En première année, il y a 4 à 6 semaines de stage qui sont proposées, qui vont permettre, je veux dire, aux étudiants de vérifier dans un premier temps aussi leur projet, parce que, je veux dire, on peut fantasmer notre relation à l'élève, etc. Mais dans la vraie vie, parfois, on peut se dire, ouf,
c'est pas aussi simple que ça. Je me pense que c'est peut-être fait autrement pour vivre cette situation. Et puis également se préparer au concours, qui, vous avez bien compris, est un concours qui discrimine en fait, bien sûr, et qui permet de passer en deuxième année. La deuxième année, c'est donc ceux qui sont comment dire, qui ont satisfait aux épreuves de la première année, sont en situation professionnelle encadrée. C'est-à-dire que le temps de formation en première année, c'est entre 450 et 550 heures. Et en deuxième année, c'est à peu près 250-300 heures. Et le reste du temps, donc à mi-temps, en salle de classe. En salle de classe, je veux dire qu'il va permettre donc la mise en œuvre à la fois de ce qui a été vu en première année avec des compléments. Donc il y a un tronc commun, il y a des enseignements de spécialité. Et puis également, il y a des aspects sur la maîtrise des outils numériques. Juste un petit focus sur le numérique tel qu'il est vu aujourd'hui. C'est à la fois le développement de la culture numérique, c'est à la fois le numérique comme, je veux dire, levier à la rénovation des pratiques pédagogiques et tout le débat également qui est en France sur les bases de l'informatique. Pour réaliser ces stages, une équipe donc, qui est à la fois spécialisée, je veux dire, d'enseignants et également des personnes qui sont en place, sachant que est questionné aujourd'hui tout le suivi à distance de ces étudiants en deuxième année et des dispositifs donc, de formation à distance se mettent en place actuellement. Et d'autres dispositifs également pour articuler, pour compléter sa formation dès lors où les personnes sont en situation professionnelle après leur année de titularisation, et bien également tout un ensemble de modules de formation, 31 aujourd'hui à peu près, qui sont proposés d'une durée de 18 heures, qui est le temps qui est alloué à la formation professionnelle pour chaque fonctionnaire d'enseignement, qui permet d'aborder un certain nombre de situations, un certain nombre de problématiques. Merci beaucoup. Merci d'avoir réussi cet exploit aujourd'hui. C'est bon? Oui, de 1833 quand même à 2015, en 5 minutes. Avec 18 secondes à... Merci, merci pour ce cadeau. C'est passé la flèche. Voyons, c'est passé la flèche, je suis perdu. Est-ce que tu vois la flèche quelque part? Tu le trouves? Ben, il la voit pas là. Il n'est pas ici? Ben oui, c'est pas ça, je sais pas ce qu'il est rendu. Est-ce que tu veux un peu? C'était derrière ça? Non, mais je veux dire, je cherche. Ok, je l'ai. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tu l'as trouvé? Oui. On avait dit... Catalogne, Catalogne. Ici, Catalogne, ici, oui, ici. Voilà, c'est bon. C'est bon. Excuse. Bonjour, je viens de Catalogne, de l'Espagne. Je vous expliquerai, je vous présenterai un petit peu l'Université de Lleida parce que je crois que c'est représentatif de ce qu'on fait dans la formation pratique maintenant en Catalogne, en Espagne. L'Université de Lleida, c'est une université proche à Barcelone. Maintenant, nous avons une formation pour la pratique, pour se défilier l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, avec des petites variations. Toujours, la formation pour l'enseignement, c'est de 240 crédits. Et ce sont 40 crédits qu'on dédie pleinement à la formation pratique. Ça, c'est plus ou moins 1000 heures, 800 heures à l'école et 200 heures pour écrire, pour faire des informes, etc. Les études durent 4 ans et ces pratiques sont présentes dans la modalité standard aujourd'hui à partir de deuxième année, troisième année, quatrième année. Deuxième année, c'est seulement 20 journées et ça, troisième année, 45 journées et 68 journées en quatrième année. Il y a une modalité en alternance, nous disons en alternance, toujours la formation pratique c'est en alternance, mais c'est une modalité en alternance, nous pourrions dire un peu plus radicale, parce que les étudiants de la première année vont combiner pratiquement la troisième semaine ces stages à l'école pendant 2 jours chaque semaine. Ça veut dire 3 jours à la faculté et 2 jours à l'école. Ça va être de cette manière en première année, deuxième année et troisième année.
les grands objectifs, nous pourrions dire, de la formation dans la faculté, dans ma faculté, je crois qu'on représente en général l'égard de toutes les facultés, c'est l'étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c'est-à-dire un professionnel capable d'analyser toute situation éducative, de prendre des décisions dans les limites de son rôle et de mener des interventions seul ou en équipe pluriprofessionnelles. Je peux dire que nos défis sont maintenant d'arriver à une plus grande intégration entre ce qu'on travaille à la faculté et ce que les étudiants expérimentent à l'école. Notre désir, c'est de couper un peu l'égard de que l'école, c'est le lieu où on applique ce qu'on apprend à la faculté et d'introduire progressivement des dynamiques plus inductives, ça veut dire porter l'expérience de l'école pour la travailler à la faculté, pour l'analyser. Alors, c'est de considérer d'une plus grande manière l'expérience des enseignants à l'école pour apprendre à partir de l'activité. Maintenant, nous avons, je le disais hier aussi, des grandes thématiques que nous intéressent, que nous préoccupent, et ce sont l'accompagnement, l'intégration, et aussi travailler sur les expériences pour assurer que les expériences que les étudiants vivent, expérimentent à l'école sont réellement productives, sont intéressantes, ont une valeur formatrice, et la formation des enseignants de l'école, les enseignants du terrain, les enseignants associés et aussi les enseignants de la faculté, les enseignants superviseurs et les enseignants de discipline, pour améliorer la formation en salle de classe, de manière que cette formation toujours incorpore la pratique et les expériences de nos étudiants à l'école. C'est tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre la Catalogne et le reste de l'Espagne? Non, je crois que c'est très représentatif ce qu'on vit à l'actuel. Maintenant, il y a un programme spécifique du gouvernement catalan qui est très préoccupé par les résultats de nos étudiants, de nos petits élèves en primaire et en secondaire. Et une voie d'amélioration de l'enseignement secondaire, c'est la formation des enseignants à la faculté. Alors, il y a une préoccupation spéciale pour le gouvernement. Monsieur Sier, Monsieur Sier n'était pas là, c'est vrai. D'accord, c'est bon. Plus de différence en Suisse que l'intérieur de l'Espagne et la Catalogne. Essaye de s'en sortir. Voilà, et... Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Roland, je suis chercheur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles. Merci pour cette invitation, même si je me sens un peu un semi-imposteur dans ce symposium, parce qu'en Belgique, les sciences de l'éducation et du moins l'université ne forment pas vraiment les enseignants en termes de formation initiale. Heureusement, j'ai également une casquette de professeur invité en haute école, les instituts qui forment nos enseignants, donc voilà, je me raccroche à ça. Également vous dire que je ne porterai pas un regard sur le système belge, mais bien sur le système en Belgique francophone. Apparemment, il n'y a pas de collègue néerlandophone pour présenter la partie néerlandophone du pays, mais voilà pour les remarques préliminaires. Je vais vous présenter les structures des filières, parce qu'on a un système particulièrement complexe que j'ai essayé de vous résumer ici. Nos instituteurs du préscolaire, c'est-à-dire tout ce qui est enseignement maternel, du secondaire,
il y a une petite faute dans le diaporama. Donc, nos instituteurs du préscolaire, du primaire et de l'enseignement secondaire inférieur sont formés en haute école. Des instituts de formation de type cours de 3 années. On reviendra sur les cours qui sont dédiés dans ces hautes écoles. Les instituteurs ou régents, tels qu'on les appelle, ceux qui officient en secondaire supérieur, sont eux formés à l'université avec 2 types de parcours différents qui mènent à la même chose. Soit ils font 3 années de bachelier dans leur domaine, physique, français, mathématiques, et ensuite choisissent 2 années de master en didactique, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir des cours de matière, mais également avoir une finalité didactique avec des cours de pédagogie, où ils font tout leur cursus dans leur matière, donc physique, mathématiques, et ensuite ils font une année supplémentaire pour enseigner. On va y revenir. On a un référentiel de compétences. Donc, je ne vous demande pas de lire, le diaporama est disponible sur SlideShare si vous voulez retrouver ce référentiel de compétences, mais on se base sur ce référentiel de compétences pour former les enseignants, pour élaborer les grilles de cours. Et donc en haute école, l'instituteur de préscolaire a un ensemble de compétences et 7 axes de formation, les connaissances socioculturelles, donc tout ce qui concerne la sociologie, le genre, etc., les connaissances socio-affectives, la psychologie du développement et ces aspects-là, des connaissances disciplinaires et interdisciplinaires, mathématiques, français, éveil, géographie, des connaissances pédagogiques sur la relation dans la classe, psychopédagogie, pédagogie, la démarche scientifique pour effectuer le mémoire de fin d'études au bout des 3 ans, et ce qui nous intéresse ici, le savoir-faire. Alors on voit ici que les stages représentent 510 heures de formation, ce qui est assez important, et il y a également 300 heures de préparation avec soit des exercices de micro-enseignement, des préparations de ces stages, avec des maîtres de formation pratique, c'est-à-dire des enseignants qui officient dans l'enseignement obligatoire et qui viennent en haute école accompagner les étudiants. Également des activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle, tout ce qui est neutralité, déontologie, etc. Ces stages sur les 3 années, ils se répartissent comme ceci. 60 heures en première année d'observation participante. L'étudiant est placé en classe, souvent dans le fond de la classe. Il observe et participe très peu. Par contre, en 2e année et en 3e année, des stages beaucoup plus actifs où l'étudiant, futur enseignant, va réellement donner cours. Et c'est une structure similaire lorsqu'on veut être instituteur primaire, avec juste un peu moins d'heures de stage. J'ai cherché à comprendre, je n'ai pas nécessairement compris pourquoi, j'en ai interrogé. En fait, ici, ce sont des heures théoriques fixées dans le décret qui régit l'enseignement et la formation des enseignants. Maintenant, toutes les hautes écoles peuvent organiser les heures de cours plus ou moins, avec une largesse sur les heures. Ce sont les heures théoriques. Maintenant, les hautes écoles ont vraiment une largesse pour former et pour attribuer les heures. Alors, c'est la même chose. Observation participante en année 1, en année 2, 120 heures de stage, en année 3, 300 heures de stage. Et c'est également la même chose pour les régents secondaires inférieurs, sauf que ici, les régents vont pas être formés dans un tronc commun, mais vont également choisir une section qui va d'art plastique au français, français moral, mathématiques, sciences, etc. Et on retrouve une structure similaire avec, encore une fois, des stages assez importants. Ici, la différence pour les régents futurs enseignants dans le secondaire inférieur, c'est qu'ils vont avoir un stage en enseignement général, un stage en enseignement professionnel et un stage en enseignement technique. Donc, ils vont connaître les différentes filières d'enseignement et vont connaître les différents publics. Pour être régent du secondaire supérieur, donc officier auprès d'élèves qui ont entre 15 et 18 ans, c'est donc 2 années, il y a 2 filières à l'université, comme je vous le disais, soit 3 années de cours matière et 2 années de filière didactique, mixant cours matière et pédagogie, ou 5 années de filière
dans sa matière, et ensuite une année d'agrégation de l'enseignement supérieur, secondaire supérieur plutôt, où pendant une année, l'étudiant va avoir différents cours pédagogiques. Et ici, on va voir que les stages, contrairement aux autres enseignants, ne sont que de 60 heures. Il y a 30 heures de préparation à ces stages et 60 heures à côté des 480 à 510 heures pour les enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire inférieur. Donc une très grosse différence en termes de stages, et ça pose quand même des questions. Par rapport aux perspectives, les enseignants qui sont actuellement formés en 3 ans, il y a une réflexion sur le passage de 4 à 5 années de formation, et surtout vers beaucoup plus d'alternance, et de l'alternance plus poussée que juste aller en cours, faire un stage, revenir en cours, mais peut-être aller en cours, faire un stage, être dans la pratique professionnelle, ensuite revenir vers la formation, et donc une alternance beaucoup plus large que celle qui existe actuellement. Merci beaucoup. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation. Merci. Écoutez, malgré les efforts de tous pour accélérer, entrer dans le temps, on est arrivé malheureusement à la fin déjà sans pouvoir amorcer une discussion qui pourra peut-être s'amorcer à la suite des publications à venir. Je suis vraiment désolé qu'on ne puisse pas échanger par rapport à tout ce qui s'est dit. C'est sûr qu'il y a comme un tourbillon. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à tout ça. Il y a une publication qui est annoncée, comme le disait Thierry ce matin, qui va paraître bientôt, enfin d'ici l'automne, j'imagine, à l'automne prochain, dans Formation et Profession. Ce que je souhaiterais, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'éventuellement s'initie une collaboration sur les différents thèmes qui ont été annoncés. On a parlé de force, on a parlé de défis, on a parlé de perspectives d'avenir. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse garder contact et qu'à la suite de ce symposium ultra rapide, nous puissions prendre une espèce de pause, si on peut dire, pour être capable d'échanger davantage et dans le cadre peut-être d'une autre organisation, d'un autre colloque, pouvoir discuter ensemble de ces différents éléments-là et de projets surtout, comme je disais, de collaboration. En tout cas, c'était notre perspective au départ dans l'organisation de ce symposium. Voilà. Thierry, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ce qu'on propose quand même, c'est un projet de publication qui peut amorcer une réflexion. Des fois, quand on laisse des traces écrites et quand on se force à les faire aussi, ça facilite justement cette réflexion, parce que c'est pas juste dans une conférence. Les traces écrites, ce qu'on vous propose, un peu comme Didier le disait gentiment, c'est des traces écrites avec un peu de pression, une pression temporelle pour qu'on tente de mettre ça par écrit. Mais on a pu voir quand même que certains ont fait l'effort de nous présenter l'essentiel des problématiques. C'est sur presque 200 ans, Didier, en moins de 5 minutes, c'est quand même, pour la France, c'est quand même bien. Avec la présentation sur la Belgique, on voit une différence majeure entre presque 400 heures de différence au niveau des stages entre le premier et la fin du secondaire. Donc, il y a des éléments intéressants. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est ça, c'est une première publication dans une revue qui est largement diffusée aussi. Alors, ça pourrait amorcer une réflexion autour de ça. Et voilà. Mais je vous remercie beaucoup, merci tous participants et non participants, un public, et merci beaucoup pour vous faire